On va commencer avec une question qui est, pour les historiens en tout cas, ô combien importante, celle du personnel religieux. Tout à l'heure, Yannick Marek a évoqué la laïcisation des personnels assez précoces visiblement à Rouen comme à Paris dès la fin du 19e siècle. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'institutions qui ont fonctionné avec des personnels religieux jusqu'aux années 1970. Hein, pas du tout 1880, mais 1970. Et encore, on ne connaît pas forcément bien la fin de cette histoire. Et donc, pour explorer cette dimension religieuse et cette dimension de laïcisation des personnels en psychiatrie, c'est Joris Guillemot, qui est doctorant à Le Mans Université et Thémos CNRS, qui nous vient droit de la Bretagne après un périple en voiture tout au long de la nuit. Merci à toi, Joris. Et donc vous apprécierez d'autant sa présentation, qui va donc, et qui travaille, qui est doctorant, qui travaille actuellement sur une institution qui est assez méconnue et tout à fait extraordinaire dans l'histoire de la psychiatrie, Plouguer-Neuvelle, il va vous en dire un mot, qui visiblement n'est pas si méconnu que ça. Et donc, Joris, je te laisse parler de cette question. Bien, merci Hervé, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs de ces journées, leur invitation à nous exprimer sur un sujet ô combien d'actualité. Alors c'est vrai que j'ai eu le temps en voiture cette nuit, ce matin, parce que je suis parti à 2h30 des Côtes d'Armor, pour venir ici, d'entendre à plusieurs reprises à la radio, notamment des reportages dans lesquels on pouvait entendre le désarroi de personnels soignants, notamment en psychiatrie, face aux moyens financiers qui pouvaient leur manquer et surtout aux difficultés qui étaient les leurs dans le contexte sanitaire que nous connaissons depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. Ce que j'aimerais vous proposer durant les 20 minutes qui arrivent, c'est un certain nombre de réflexions qui sont les miennes sur effectivement la laïcisation des personnels en psychiatrie, alors sur une période assez large qui court en gros des années 1830 aux années 1930, comme si j'irais un petit peu plus loin en évoquant brièvement jusqu'aux années 1970. Ce qu'on pourrait dire d'abord en introduction, je crois, c'est que ce que questionne ce sujet sur la laïcisation des personnels en psychiatrie, c'est la loi de 1838 et surtout le modèle de prise en charge de la maladie mentale que définit cette loi de 1838, censée affirmer la consécration du pouvoir de l'aliéniste et de l'asile, justement sur ce domaine de la prise en charge de la maladie mentale en France. C'est également un questionnement sur la façon dont les pouvoirs publics s'observent, se conçoivent dans cette question de la prise en charge de la maladie mentale et des prérogatives qu'ils estiment être les leurs, qu'ils estiment devoir être défendues. Alors, Hervé a dit un mot de mon sujet de thèse. Je travaille donc sous la direction d'Hervé Guillemin depuis 2018-2019 maintenant sur l'histoire d'un asile psychiatrique qui a ouvert en Centre-Bretagne dans les Côtes du Nord de l'époque en 1934. Un asile qui a été détenu pendant de très longues années par une seule et même famille, la famille Perchaud, avec à sa tête, si je puis dire, un homme, Justin Perchaud, qui était un homme politique de la Troisième République, industriel, alors extrêmement influent. Et c'est vrai qu'à l'échelle de mon travail déjà, avant de travailler sur cette question de la laïcisation, j'ai pu voir les critiques que Justin Perchaud a pu subir quelque part par un certain nombre de biais, il les a aussi mérités, a pu subir de la part des pouvoirs publics, contraints de défendre des prérogatives qu'ils estimaient être malmenées, menacées par cet industriel à Plouguer-Neuvelle à partir de 1934. C'est pour ça que je m'inscrirai alors modestement dans les pas d'historiennes et historiens qui ont travaillé sur cette question, alors notamment Hervé qui a publié il y a quelques années de cela déjà un ouvrage intitulé « Diriger les consciences, guérir les âmes », dans lequel le lecteur était invité à nuancer cette césure qu'aurait imposée la loi de 1838 sur la question de la laïcisation. Alors, c'est vrai que dans mon sujet de thèse, au quotidien, quand je travaille sur Plouguer-Neuvelle, on perçoit des choses, notamment par le biais de travail, d'observation sur le profil des médecins qui arrivent à Plouguer-Neuvelle dans les années 1930. On décrit précisément le CV qui est le leur, la formation qu'ils ont suivie, leur moralité également, et puis dans le même temps, ce que j'ai pu découvrir au travers de mes archives et des sources que j'ai pu étudier, la forte présence, alors dès le 19e siècle, mais encore dans la première moitié du 20e, des congrégations religieuses par le biais, et je reviendrai sur cette expression ensuite, des asiles privés faisant fonction d'asile public. Et donc c'est à la complexité
du système qui se met en place à partir des années 1840-1850 en France dans le domaine de la prise en charge de la maladie mentale que je voudrais m'intéresser maintenant, en nuançant l'idée d'un inexorable processus de laïcisation entamé à partir de 1838 et des années 1840. Pour ma présentation, deux points que je développerai. D'abord, effectivement, la loi de 1838 et ses conséquences sur le paysage asilaire français à partir justement des années 1840-1850, et j'étudierai dans un second temps un peu plus précisément ce qu'il en est à l'échelle d'un établissement que je connais bien maintenant, donc Plouguin-Nebel. Alors, ce que je vais dire d'emblée, c'est que mon propos n'est pas ici, au moins pour la première partie de mon exposé, de m'intéresser à l'histoire d'un asile en particulier, mais à l'histoire de la prise en charge de la maladie mentale en France depuis le XIXe siècle, pour comprendre justement les ressorts de cette coexistence religieux, laïque en France. Mon propos n'est pas non plus de m'interroger sur les intentions qui ont pu présider à l'élaboration de cette loi de 1838, mais simplement de m'intéresser à ces difficultés d'application à partir des années 1840. Alors, dans un premier temps, j'aimerais revenir sur cette loi de 1838, que je pense que vous connaissez certainement pour un certain nombre d'entre vous. Cette loi de 1838 qui enjoint au département français de posséder un établissement en leur sein pour accueillir les malades de leur ressort administratif, avec possibilité qui leur a été laissée, et ce point est extrêmement important, de nouer notamment des contrats avec des départements voisins si ces mêmes départements avaient déjà, eux, des bâtiments disponibles. Possibilité était aussi laissée aux départements qui pouvaient manquer de bâtiments de nouer des contrats, des conventions avec le secteur privé, et notamment avec les congrégations religieuses. Ce système de contrat, de convention, même si les termes peuvent paraître anachroniques, signé avec le secteur privé, ce système a été un système relativement bien approprié pour un certain nombre de départements qui manquaient de bâtis, puisqu'on trouve dans certaines parties de la France, déjà dans cette première moitié du XIXe siècle, des secteurs relativement bien fournis en bâtiments. Si je prends l'exemple de l'asile de Saint-Venant dans le Nord notamment, où on trouve village dans lequel on trouve un bâtiment pour aliéner déjà depuis le XVIIIe siècle. On pourrait ajouter à cela également des éléments de contextualisation liés à un certain nombre d'événements. Alors, pour la seconde moitié du XIXe siècle, je pense par exemple à la chute de l'Empire, la guerre de 1870 qui entame sévèrement le budget de l'État et qui oblige justement les pouvoirs publics à suspendre un certain nombre de constructions d'asiles pour aliéner, liés au coût de la guerre. Quelques exemples, les asiles de Sainte-Anne, Villévrard, Vaucluse sortent de terre entre 1867 et 1869, quand Villejuif, lui, sort de terre en 1884, donc quelques années plus tard. Et donc, dans ce contexte, pour assurer un maillage satisfaisant pour ce qui est de la prise en charge de la maladie mentale en France au XIXe siècle, le secteur privé revêt une importance toute particulière aux yeux des pouvoirs publics, et notamment le secteur privé, j'entends par là les établissements tenus par des congrégations. C'est-à-dire que je n'évoquerai pas ici le cas des petits établissements qu'on pouvait trouver déjà au début du XIXe siècle et qu'a bien étudié Olivier Faure dans son travail sur les cliniques privées. Ce qu'on pourrait rappeler dans un premier temps concernant cette partie, c'est que l'implication des religieuses et religieux dans justement ce domaine de la prise en charge de la maladie mentale ne date pas de l'après 1838. Si on reprend les chiffres d'Olivier Bonnet, avant même 1838, à la fin du XVIIIe siècle plus précisément, on a environ 2/3 des 500 à 600 maisons de force qui sont sous autorité de communautés religieuses, avec pour un certain nombre de ces maisons des services qui accueillent celles et ceux qu'on appelait des aliénés au XIXe siècle. C'est dans ce contexte que naissent, à partir des années 1840-1850, des établissements, alors, on pourrait dire d'un nouveau genre. On leur trouve deux appellations, soit des asiles privés faisant fonction d'asiles publics ou des établissements privés faisant fonction d'établissements publics. Les deux expressions sont utilisées dans les sources que j'ai pu étudier. Leurs nombres sont de 13 en 1842, 18 en 1874, 17 en 1935. Donc on a une relative stabilité pour ces établissements à partir des années 1870 et ce jusqu'aux années 1930. Ces établissements privés faisant fonction d'établissements publics tenus par des congrégations
sont situés pour une majorité d'entre eux, notamment dans l'ouest de la France. Alors ce qui n'est pas un hasard, on est pour cette seconde moitié du 19e siècle sur un territoire qui est encore un territoire largement religieux, ce qui explique la présence de ces établissements dans ces secteurs géographiques. Alors, ce qu'il faut noter malgré tout, c'est que si ces établissements tenus par des congrégations accueillent, je donnerai quelques chiffres après, beaucoup des aliénés internés en France, notamment à la fin du 19e siècle, l'État a un droit de regard sur ce qui se passe dans ces établissements par le biais notamment des commissions de surveillance. Alors, ces commissions de surveillance qui sont en quelque sorte, si vous voulez, nos commissions hygiène et sécurité aujourd'hui. Pour ne prendre qu'un seul exemple, à Bégard, alors Bégard pour ceux qui ne situent pas, on est dans l'ouest du département des Côtes-d'Armor aujourd'hui. L'asile de Bégard a ouvert dans les années 1850 sous l'égide de la communauté du Bon Sauveur, que vous connaissez peut-être. Alors vous avez la communauté du Bon Sauveur à Bégard, vous avez Saint-Jean-de-Dieu à Léon, à côté de Dinan, un peu plus à l'est du département. Quand la commission de surveillance de l'asile de Bégard se réunit, c'est à chaque fois, de ce que j'ai pu voir, sous l'égide et la direction de la préfecture ou de la sous-préfecture du département. Donc les pouvoirs publics ont un droit de regard sur ce qui se passe dans ces établissements, alors même que l'établissement de Bégard est administré, géré par des religieuses. À Plouguer-Navelle, je reviendrai sur ce point après, c'est un petit peu différent. On trouve à la tête de l'hôpital, non pas, enfin de l'asile, non pas des religieuses, mais un colonel, un ancien membre en fait de l'armée. Donc, ce qui prime en fait pour les pouvoirs publics, c'est une sorte de pragmatisme, la conscience qu'ils ne pourront pas gérer, administrer, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure Marie, comment dire, de l'encombrement des services. Et donc, le recours au secteur privé s'impose pour pouvoir désengorger notamment les établissements du département de la Seine qui ne peuvent faire face à l'afflux de malades toujours plus important d'année en année. Donc ce qui compte, c'est ce pragmatisme. Alors, pragmatisme pour le recours aux congrégations, pour le recours aussi au secteur privé tout court. J'ai pu trouver par exemple que pour la région de Dinan, en 1872, on délègue le transfert des aliénés d'un établissement à un entrepreneur privé du nom de Mazurier, qui est chargé, contre rémunération évidemment, d'assurer le transfert des malades d'une structure à une autre. Alors, quelques chiffres sur la place que tiennent ces congrégations religieuses dans l'administration de la folie, dans la gestion des aliénés au XIXe siècle. Selon les rapports de médecins-chefs que j'ai pu compiler pour la fin du XIXe, au 1er janvier 1889, 20% des malades internés en France le sont dans ces asiles privés faisant fonction d'asile public. Donc ils jouent un rôle non négligeable dans l'accueil des malades, et ce, dès la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, qu'en est-il du côté des pratiques ? Je me suis beaucoup inspiré du travail d'Hervé que j'ai cité précédemment pour cette communication, même si je l'ai associé aussi à des sources et des archives que j'ai pu consulter. Il faudrait revoir également du côté des pratiques cette césure qu'aurait imposée la loi de 1838. On a, pour la première moitié du XXe siècle notamment, une imbrication de savoir du religieux et de savoir scientifique, ce qui nous permet de nuancer l'idée de deux modèles antagonistes, le secteur privé, le secteur public, qui ne seraient jamais en interconnexion. Pour moi, la laïcisation est une problématique transversale, dont les enjeux dépassent en réalité le partage entre établissements privés et établissements publics, et cette problématique transversale peut s'observer à l'échelle d'un établissement. Le premier point à noter par rapport à cela, c'est que d'abord les religieux et les laïcs peuvent être amenés à travailler dans un même établissement, qu'il soit privé ou public, avec, il est vrai, des procédures de recrutement relativement différentes. Alors moi, pour Plouguer-Navelle, la procédure de recrutement, notamment des sœurs, alors qui viennent de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus, qui est une congrégation espagnole, ces procédures de recrutement me sont relativement étrangères. J'ai peu de documentation à ce sujet. Pour ce qui concerne les médecins, la procédure nous est mieux connue. Elle passe cette procédure par la voie du concours, qui se généralise au fil du temps et semble devenir, justement au fil du temps, la voie privilégiée de recrutement. Quelques exemples à ce sujet. Généralement, quand le concours est annoncé, vous avez un avis de concours qui est passé au journal officiel. Comme cet avis au sujet d'un concours pour l'admission aux emplois de médecins adjoints des asiles publics d'aliénés qui s'ouvre à Paris, par exemple, le 14 juin 1904. Une annonce est passée dans le journal officiel concernant ce concours.
Parfois, on a également même le programme qui est donné, je vais revenir là-dessus juste après. Les modalités sont également annoncées. Par exemple, pour le concours aux admissions d'emploi de médecins directeurs et de médecins chefs de service du cadre des asiles publics d'aliénés qui s'ouvre à Paris le 27 avril 1931. On annonce qu'il y a 10 postes au concours qui sont ouverts. Il faut par exemple avoir eu au moins 33 ans au 1er janvier 1931 pour pouvoir y participer. Et les inscriptions sont envoyées avant le 28 mars 31, donc de la même année, au ministère de la Santé publique. Vous avez deux types d'épreuves, des épreuves d'admissibilité, je vous les donne, c'est le programme que j'évoquais juste avant. Vous avez par exemple une question écrite sur l'anatomie de la physiologie du système nerveux, une question écrite sur la pathologie mentale, une question sur la pathologie interne ou l'hygiène hospitalière, et une question sur la législation applicable aux aliénés et le fonctionnement des établissements asilaires en France à cette époque. Pour les candidats qui qui réussissent ces épreuves d'admissibilité, il y a ensuite des épreuves définitives, une épreuve clinique orale sur un seul malade et une épreuve écrite clinique écrite sur un seul malade également. Sont annoncées aussi dans les textes législatifs les classes d'avancement concernant le salaire des aliénistes puis des psychiatres. Pour les médecins du cadre des asiles publics d'aliénés, on a par exemple un avancement qui se fait tous les 2 ans et après un minimum de 50 services en province, un médecin peut se présenter au concours du cadre spécial du département de la Seine, donc on a bien 2 concours distincts, et arriver au maximum de 58 000 francs de rémunération contre 32 000 à 49 000 francs en province. Alors pourquoi est-ce que je vous parle du concours, des concours et de tous ces éléments ? C'est parce que progressivement, en réalité, la question du concours devient un élément d'un processus plus large de légitimation scientifique que le corps médical, alors entendu au sens large de l'expression, hors psychiatrie, a enclenché dès le XIXe siècle. Rappelons à ce sujet qu'en 1892, par exemple, alors là on est hors du concours, mais vous avez la légalisation par exemple des syndicats médicaux et donc la possibilité pour les médecins d'être représentés. Donc la question qui se pose ici, c'est celle d'une laïcisation de l'esprit. Je reprends l'expression du livre d'Hervé, le livre que je citais tout à l'heure, et celle d'un transfert de la capacité de guérison, en gros, du prêtre à l'aliéniste, puis au psychiatre. Alors, qu'en est-il à l'échelle d'un établissement, en l'occurrence Plouguin-Rével? Alors, je ne vous refais pas tout l'historique, Plouguin-Rével ouvre en 1934. À sa tête, on a un homme, Justin Perchon, industriel. C'est un asile privé faisant fonction d'asile public, avec des médecins qui sont recrutés selon la voie du concours. Avec cette petite nuance, ils sont recrutés avec l'agrément du ministre de la Santé publique, du ministère de la Santé publique, agrément sollicité par la direction de l'établissement. Donc, à la tête de l'asile de Plouguin-Rével, vous avez Justin Perchot qui exerce son autorité par le biais de son entreprise qui s'appelle l'Abri Foyer. Une direction qui, dans un même temps, est assurée par d'anciens militaires. Alors, difficile de dire si les directeurs sont nommés, recrutés parce qu'ils sont d'anciens militaires ou parce qu'ils connaissent Justin Perchot. C'est le cas notamment du premier directeur de l'asile de Plouguin-Rével qui, parce que Justin Perchot était sénateur des Basses-Alpes dans l'est de la France et il connaissait le premier directeur avant même que celui-ci soit nommé. Particularité, on trouve ça aussi dans d'autres établissements, mais à Plouguin-Rével c'est vraiment très marqué. Des médecins qui sont en sous-nombre. Dans les années 1930, à la fin des années 1930, vous avez à peu près 1 ou 2 médecins en moyenne pour à peu près 1000 à 1200 patientes, puisque ce sont des femmes à l'origine qui sont internées à Plouguin-Rével. Les hommes n'arrivent que dans les années 50-60 du XXe siècle, et des religieuses assez nombreuses. Elles sont environ une vingtaine, voire une trentaine dans ces mêmes années 1930. Ajoutons à cela expression qu'on retrouve dans les archives, des filles de salle qui ont pour rôle d'être en prise directe avec les médecins, avec les malades, dans des tâches quotidiennes. Alors, qu'en est-il de la relation médecin-religieuse à Plouguin-Rével? Ce qui apparaît d'abord, ce sont des tensions qui peuvent être extrêmement fortes, des tensions que j'ai pu observer notamment dans les dossiers patients, puisqu'une grosse partie de ma thèse a été consacrée à l'étude de 179 dossiers patients. Alors pourquoi 179? Je voulais aller un petit peu plus loin, mais il y a une crise sanitaire qui est passée par là entre-temps, donc j'ai dû m'arrêter. Ce qui transparaît dans les dossiers patients et dans les archives que j'ai pu consulter sur l'asile, ce sont des tensions extrêmement fortes, je le disais, entre les médecins et les religieuses. Un seul exemple,
dans son rapport d'octobre 1936, le docteur Imbert, alors juste pour la petite histoire, le docteur Imbert, il arrive en 1935 à Plouguer-Nivelle, il est licencié, enfin il est renvoyé quelques temps plus tard, puisqu'il a émis des critiques extrêmement fortes contre la direction, contre Justin Purchaud. Il y a une enquête diligentée par les services de renseignement français à son encontre. Bon, on apprend en fait qu'il n'y a aucune charge qui est retenue contre lui. On ne peut rien lui reprocher, mais Justin Purchaud a tellement d'influence qu'il est capable de déclencher des enquêtes en haut lieu pour éloigner les personnels un petit peu gênants. Et donc le docteur Imbert, dans son rapport d'octobre 1936, explique ainsi être en conflit très fort avec les religieuses. Et sur la surnote générale, il dit, je cite, « Elle considère la maladie mentale comme une persécution divine. Elle ne sait parler que d'expiation aux malades dont elle se fait détester. » Il ajoute, je cite, que son état d'esprit lui interdit la compréhension de mes tentatives thérapeutiques auxquelles elle oppose une force d'inertie difficile à vaincre. Donc là, on voit bien les tensions très fortes entre deux conceptions thérapeutiques qui semblent extrêmement éloignées. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ces propos du docteur Imbert? C'est d'abord la difficulté des médecins à affirmer leur pratique face à des religieux ou des religieuses parfois particulièrement récalcitrantes à se laisser mener. Ça nous dit également un mot sur la frustration éventuelle de cette congrégation, du Sacré-Cœur de Jésus, qui se voit peut-être dépossédée d'un certain nombre de prérogatives qu'elle s'estimait être en possession auparavant. Alors juste sur le Sacré-Cœur de Jésus, congrégation espagnole originaire de Madrid, qui avait une filiale rue des Nouettes à Paris. Donc on a ici deux modèles thérapeutiques qui s'opposent. Alors, je ne remets pas en cause l'imbrication, deux modèles thérapeutiques qui s'opposent mais qui s'influencent également. Le propos d'Imbert nous le montre. Il est obligé de s'intéresser à ce que font les religieuses dans son établissement. Donc deux pratiques thérapeutiques antagonistes dans l'histoire de la prise en charge de la maladie mentale que l'on observe ici. Alors, pour conclure, qu'est-ce que l'on peut dire? Que cette césure, effectivement, cette prétendue césure de 1838 concernant ce processus de laïcisation, un processus inexorable de laïcisation, on peut effectivement le nuancer. Alors d'abord d'un point de vue institutionnel, ce que l'on a vu, on a coexistence, cohabitation entre des congrégations religieuses et un secteur public dès le XIXe siècle. Nuance apportée également par rapport au personnel, puisqu'on peut trouver dans un même établissement, je l'ai dit, à la fois des religieuses et des médecins qui travaillent autour de mêmes malades, et puis dans les pratiques également, puisqu'on voit bien par le témoignage du docteur Imbert ce qu'il en est de cette confrontation religieuse-médecin. Alors, plutôt que, et ce sera mon dernier point, plutôt que de parler d'un processus de laïcisation comme quelque chose qui s'observerait sur le long terme, moi ce que j'ai pu observer à Plouguer-Nivelle, c'est davantage plus qu'un processus, une rupture que je vois à Plouguer-Nivelle à partir des années 1960-1970, quand s'installe au sein de l'asile une école d'infirmières. À un moment où déjà les religieuses à Plouguer-Nivelle sont en net recul, leur effectif a considérablement diminué, et parce que j'ai pu avoir des témoignages d'hommes et de femmes, essentiellement de femmes, qui ont travaillé à Plouguer-Nivelle en tant qu'infirmières dans les années 70, cette école d'infirmières a éloigné aussi progressivement les religieuses des malades dont elles avaient la charge pendant de nombreuses années. Tout en sachant que les dernières religieuses quittent Plouguer-Nivelle au début des années 1980. Je vous remercie.